En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour Henri Guénaud, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. On va parler évidemment de cette campagne des législatives, puisque vous y participez ardemment, mais nous allons aussi parler de l'affaire Trey-Weiler. Alors est-ce que vous considérez que cette affaire est en train de faire basculer une présidence qui se voulait normale dans autre chose, ou est-ce que ça vous paraît finalement une excitation générale du monde médiatique et du narcissisme contemporain ? Ça c'est pas mal comme formule. Vous reprendrez bien à mon compte. Non, mais il y a un peu de ça, mais il y a aussi, je crois qu'il faut aussi se poser la question de ce qu'est un président normal. Voilà, c'est pas une fonction normale. Bon, c'est pas, on peut pas. Mais là, c'est elle qui est en attendez, cause. on peut pas vivre comme tout le monde. Ouais. Après c'est elle. Voilà, c'est un couple qui s'est affiché comme tel. Bon, donc tous les deux sont concernés par ce qui se passe, mais on peut pas vivre comme n'importe quel citoyen. Voilà, ça c'est la première des choses. En faisant fi est-ce que c'est le signe d'un basculement de toutes les contraintes, Est-ce que c'est le signe, parce que vous avez beaucoup critiqué depuis le début, on vous connaît avec Gilles, cette présidence normale en disant que c'était un truc d'une vacuité absolue. Donc est-ce que vous considérez que ce tweet c'est un basculement qui va dans le sens de ce que vous dites depuis le début, à savoir qu'effectivement il n'y a pas de présidence normale? Mais non, il y a des contraintes qu'il faut assumer et le président doit les assumer, mais enfin sa compagne aussi, ou alors il faut garder sa vie privée, totalement secrète, mais c'est absolument impossible à l'ère d'Internet, des tweets, voilà. Est-ce que ça pose pas justement le problème du statut statut, au fond, de la femme ou de la compagne du chef de l'État en général? Parce qu'au fond, s'il n'y en a pas, et c'est ça qui est un peu ambigu et compliqué. Non, parce que c'est pas un problème de statut, là, c'est un problème de comportement, de réserve personnelle, voilà, ce sont les contraintes que l'on s'impose à soi-même dans des circonstances qui sont absolument exceptionnelles par rapport à la vie ordinaire. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai pas envie de commenter indéfiniment mais on peut cette réfléchir. histoire. Non, mais on peut réfléchir, parce que tout à l'heure, quand je disais que c'était les réseaux sociaux sont quand même le support d'une certaine forme de narcissisme contemporain, à savoir que tout le monde veut exister par les blogs, par les tweets, etc. Non, moi je fais pas de tweets. Je pense que les tweets, je l'ai dit hier d'ailleurs, sur un plateau de télé, ça rend un peu fou, si vous voulez. Les hommes politiques, les hommes publics devraient s'abstenir de tweeter frénétiquement et de tout mettre de mettre tous leurs sentiments, toutes leurs réactions sur la place publique. Vous finissez forcément par faire une bêtise, parce que on est toujours dans la réaction immédiate. Mais vous savez, quand on met ça on met ce genre de choses sur un tweet, eh bien on sait que des dizaines de milliers, puis ensuite des centaines et des millions de gens vont le voir. Mais quand Gilles avait raison, quand on évoque par exemple la présidence que vous avez bien connue, qui est celle de Nicolas Sarkozy, c'est pas que je veuille insister, mais on réfléchit ensemble avant de parler. Non, mais deux choses. Il y a ça, et puis elle avait mis quand même entre parenthèses sa carrière de chanteuse. Donc est-ce que le fond du problème, c'est qu'elle ne veuille pas rester sur deux aspects, c'est-à-dire le rôle qui est dévolu non pas dans la Constitution mais dans la tradition à l'Élysée, et le fait d'être journaliste. Donc est-ce qu'au fond finalement ce matin elle ne devrait pas quitter l'Élysée, redevenir journaliste, ce qu'elle souhaite, mais ne plus assumer ce rôle de première dame? Ce ne serait pas ça la logique finalement?
si elle veut rester journaliste. Oui, mais c'est assez difficile quand on affiche son compagnonnage, son couple. C'est assez difficile de dire je suis quelqu'un comme les autres. Alors moi que les épouses ou les époux des présidents, des chefs d'État continuent à avoir leur vie professionnelle, je trouve que c'est sur le plan des principes, c'est tout à fait recevable, c'est même très sain. Mais à ce moment-là, pas de bureau à l'Élysée. Non, mais simplement, pas de bureau à l'Élysée, mais surtout, il y a des professions qu'il est plus difficile, vous savez, de combiner avec ce genre de statut, avec ce type de fonction. Et puis, de toute façon, ça oblige à une certaine... Non, vous pouvez pas vous comporter dans la vie de la même manière que n'importe qui quand vous êtes dans cette situation. Voilà. Chacun doit s'appliquer cette réserve à soi-même. Gilles Leclerc. Sur le fond, vous seriez électeur à La Rochelle, vous feriez quoi dimanche prochain? Vous iriez voter? Il y a deux socialistes, Ségolène Royal et d'abord, je suis pas dans M. cette Falorni. Mais oui, j'irai voter, oui. Mais vous feriez quoi? Comme Dominique Bussereau? Je le garderai pour moi, parce que ça n'est tout de même pas le rôle d'une personnalité politique de l'opposition au Parti socialiste à dire s'il choisira l'un ou l'autre des candidats socialistes. Voilà, ou s'il votera blanc. Je veux dire, laissons les socialistes faire leurs affaires entre eux, c'est leur problème. Après, moi, électeur en conscience, je peux dans l'isoloir prendre un parti, mais je ne vais tout de même pas me mêler de cette affaire. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, sur un plan plus global, moi, je suis opposant à la politique du gouvernement, donc on va en parler. Voilà, en tant qu'homme public. Après, d'accord. La règle du nini définie par le bureau politique là, de l'UMP en début de semaine, est-ce que ça vous convient? C'est-à-dire, en fond, on renvoie dos à dos et le Front National et le Parti Socialiste. C'est pas le problème de renvoyer dos à dos. Ça n'a rien à voir. D'abord, c'est pas nouveau. C'est plutôt nouveau. C'est exactement la position. Est-ce que ça vous convient cette décision-là? Oui, c'est exactement la position qu'on avait adoptée au moment des régionales et des Donc vous n'y voyez pas d'évolution? Non, il n'y a aucune évolution. C'est exactement la même position. J'aime pas l'expression nini qui a l'air. C'est moche en plus. Oui, c'est moche et puis ça donne un sentiment d'indifférence. C'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour tous les électeurs. Moi, je suis toujours été contre le fait qu'on donne des consignes de vote. Alors quand on a une alliance électorale, on se désiste, très bien, mais sinon on ne donne pas des consignes de vote, on n'est pas propriétaire de ses voix. Et l'idée d'un front républicain est une idée que je ne comprends pas. Bon, alors les leçons de morale que donnent les socialistes ou les partis de gauche, simplement, d'abord sont eux qui ont inventé le Front National, c'est Mitterrand qui l'a fait monter sur la scène publique, et puis de deux choses l'une, ou bien ce parti est un parti anti-républicain qui menace la République et on l'interdit. Je n'ai pas vu ni le Front de gauche, Parti communiste, ni les Verts, ni le Parti socialiste demander l'interdiction du Front National depuis qu'il existe. Et même quand il était encore plus extrémiste qu'aujourd'hui. Bon, donc, il n'y a pas de front républicain. Je ne suis pas d'accord non plus parce que je suis pas d'accord avec la façon dont le Front National fait de la politique. Je suis pas d'accord pour une alliance avec le Front National. Donc je ne veux pas d'alliance avec le Front National et je ne conçois pas l'idée d'un front républicain. Quand des candidats se retirent, quand des candidats UMP se retirent par exemple et laissent effectivement. Non mais ça je suis en désaccord total avec cette attitude puisque il a une investiture. Bon, donc on peut aller à l'élection sans investiture. Si on a l'investiture, ça veut dire qu'on représente un parti. Ça veut dire donc qu'on se soumet aux règles de ce parti. Ou alors on abandonne l'investiture, on démissionne de son parti. À partir de ce moment-là, je trouve normal que la personne qui le fait, c'est-à-dire qui passe un accord avec son investiture, au nom de son parti avec le Front National, soit sanctionnée. Voilà, je suis en désaccord avec cette attitude. Quand un candidat de l'UMP est au second tour, eh bien, il doit se maintenir. Voilà, c'est la position. Quand Nadine Morano, juste un petit mot, quand Nadine Morano, là, entre les deux tours, qui était un petit peu en difficulté, donne une interview à minute. Est-ce que vous dites, après tout, elle a le droit de le faire, il ne s'impose pas de Non, mais elle a parfaitement le droit de donner des interviews partout. Là encore, Minute n'est pas un journal interdit. Simplement, tout dépend ce qu'on dit aux intervieweurs. On peut dire des choses horribles au Nouvel Observateur, comme un Minute, au Monde, comme au Figaro. Mais c'est pas un genre comme ça qu'il faut l'interdire. Voilà, je veux dire. Je suis pas pour l'interdiction des journaux. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Voilà. Aucun journal n'est comme les autres, aucune émission de télé ou de radio n'est comme les autres. Voilà que. Mais vous ne l'auriez pas fait.
Non, je l'aurais pas fait, mais c'est très personnel, voilà. Et encore, il n'est pas sûr qu'un jour je ne donnerai pas une interview à minute, mais je dirai ce que je pense. Voilà. Henri Guénaud, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on pense, ces convictions qu'on exprime. Oui, justement, vous avez toujours exprimé des convictions. Il y a deux choses qui sont mises sur la place publique maintenant et que Gilles a amorcé. Premièrement, c'est de dire, vous avez beau être contre cette évolution du rapprochement de l'électorat du Front National et de l'UMP, c'est quand même, on a les chiffres, hein, Gilles, 40% de l'électorat de l'UMP, de votre électorat, il est pour ce rapprochement. Donc vous avez des dirigeants d'un côté qui sont violemment contre, pour des raisons que vous venez d'expliquer, et un électorat qui est sensiblement pour. Ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Donc, vous faites comment avec un électorat qui vous échappe? Moi, d'abord, je fais de la politique avec mes convictions. Je vais à la rencontre des gens tels que je suis, avec mes convictions. Ils votent pour moi parce qu'ils approuvent mes convictions et qu'ils les partagent. C'est très bien. Ils ne les partagent pas. Eh bien, voilà, j'en tire les conséquences. Ça marche très bien pour vous actuellement dans les Yvelines, mais ça ne veut pas dire pour ça que le problème ne se pose pas au niveau national. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a une porosité actuellement entre l'électorat du Front National et l'UMP. Par exemple, dans le sud-est de la France, c'est plus. Mais je sais, c'est ma région d'origine. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour les candidats du UMP dans cette région-là. Si vous voulez que le Front National ait moins de voix, eh bien, il faut accepter de parler de tous les sujets, d'en parler à notre manière, de façon raisonnable, de façon républicaine, et d'être capable de s'adresser à tous ceux qui sont tentés par un vote négatif. Voilà, c'est ce que moi j'ai appelé la France du non, c'est-à-dire tous ceux qui se sentent dépossédés de leur destin et qui pensent que finalement, aujourd'hui, leur seule marque de liberté, la seule expression de la liberté, c'est de dire non à tout. Bon, si on n'est pas capable de s'adresser à cette France qui devient ultra-majoritaire, alors évidemment, le Front National sera l'arbitre des élégances de la vie politique française. Gilles, pardon, je termine sur cette logique-là et après tu enchaînes. Non, mais une grande partie de cet argument qui est repris par Jean-Marc Ayrault, c'est de dire finalement cette porosité, elle a eu lieu à la fin de la campagne de Nicolas Sarkozy. Non, le droit de réponse des policiers, la référendum. Pardon, non, le référendum. Sarkozy a fait du Front National. Oui, mais écoutez, Monsieur Ayrault, encore une fois, qui est l'héritier de Monsieur Mitterrand, qui a installé le Front National sur la scène publique française, et Monsieur Ayrault n'a pas de leçon de morale à donner. Et s'il trouve que le Front National est dangereux, il a qu'à en demander l'interdiction. Voilà, je mets au défi Monsieur Ayrault de demander l'interdiction du Front National. S'il est cohérent avec lui-même, c'est ce qu'il doit faire tout de suite. Voilà. Si vraiment c'est un parti qui met en danger la République. Et l'argument de dire Nicolas Sarkozy a fait du Front National pendant sa campagne idéologique. Moi, je suis pour le référendum depuis toujours. Depuis toujours. C'est le général de Gaulle qui a réintroduit la culture du référendum en France. Le général de Gaulle, voilà, dont une partie des cadres, ceux qui ont fait après les cadres du Front National, souhaitaient la mort tous les jours. Le général de Gaulle, voilà. Quoi d'autre? Le droit de vote des étrangers, je suis contre. Je suis contre au nom de l'idée que je me fais de la nation et de la nationalité et de la citoyenneté. Vous voulez parler de quoi encore? Voilà, je veux dire, où sont les concessions faites à je ne sais quel extrémisme? Moi, je défends mes valeurs. Si des gens du Front National les partagent, eh bien tant mieux. S'ils les partagent pas, eh bien tant pis. Je me définis par rapport à moi-même et pas par rapport au Front National ou par rapport au Parti communiste ou aux leçons de morale du Parti socialiste. Juste sur ce point, il y a quand même dans vos rangs un certain nombre d'interrogations. Je cite juste par exemple Jean-René Lecerf, sénateur UMP, qui disait hier, en parlant de la solution, enfin en tout cas de la décision UMP. Je le cite, c'est une solution de court terme, ça permettra peut-être de remporter à la marge quelques circonscriptions, mais je crains que cela aboutisse à une forme de banalisation de l'extrême droite. Sénateur UMP. Mais là encore, il a parfaitement le droit de faire cette analyse. Il n'y a pas de banalisation. La seule question que nous avons à nous poser pour le long terme, précisément, c'est quelles idées nous allons défendre, sur quelles valeurs nous allons nous appuyer, quelle vision de la France nous allons dessiner. Voilà. Si la droite, le centre, l'UMP sont moralement, intellectuellement forts, ils seront politiquement forts. S'ils sont intellectuellement et moralement faibles, ils seront politiquement faibles. Donc vous souhaitez qu'il y ait ce débat au sein de l'UMP après les élections? Mais il n'y a pas de débat. Non, sur quelle ligne? Pas sur les problèmes d'alliance. Sur les alliances, c'est clair, il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Voilà, en tout cas, moi. Sur le fond idéologique, je n'y participerai pas. Voilà. Vous souhaitez un débat? Oui, mais bien sûr, il va falloir, parce que d'abord le monde change, parce que beaucoup de sujets sont sur la table qu'il faut trancher, et il faut dire ce que nous sommes, ce que nous voulons, quelle est notre identité. Maintenant que Nicolas Sarkozy n'est plus là, parce que tout le monde s'était rangé derrière lui, derrière la force de ses idées, sa capacité de transgression, sa capacité d'entraînement. Aujourd'hui, nous devons reconstruire. Et en plus, le monde est en train de changer, donc la société aussi. Henri Guénaud, dernière question. Donc, concernant ce qui va se passer ce matin au Conseil des ministres, où on va examiner, donc, sur la proposition de Pierre Moscovici, le décret sur l'encadrement des patrons, ou en tout cas des mandataires sociaux, donc des grandes sociétés publiques. Est-ce que vous êtes pour ?
Alors j'ai vu déjà qu'on avait corrigé l'idée du 1 à 20, puisqu'on a enfin tenu compte du fait qu'il y avait des sociologies différentes et des hiérarchies de salaire différentes dans les différentes entreprises publiques. Mais écoutez, l'État est libre en tant qu'actionnaire propriétaire des entreprises publiques de fixer les rémunérations comme il l'entend. Maintenant, faire une règle générale, penser qu'on va régler le problème de l'écart des rémunérations dans l'économie d'aujourd'hui. Chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ça sera comme ça, mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. On verra, ce sera un baromètre aussi. L'histoire d'un